Je suis Bruno Ndonitsa, comme vous l'avez dit, Gabonais, membre, je ne voudrais pas dire comme on aime le dire au Gabon, fondateur, mais membre des premières heures du parti Réagir, pour en avoir été le tout premier président, parce qu'en fait, en réalité, on ne peut pas parler de président fondateur dans la mesure où c'est toujours une équipe qui fonde un parti politique ou qui crée un parti politique ou qui crée une association. Donc aujourd'hui, je suis conseiller du président de Réagir et je continue à être conseiller de ce président de Réagir comme conseiller au ministère de la Réforme également. J'ai un parcours qui est assez atypique parce que à la base, j'ai exercé des fonctions ecclésiastiques jusqu'au mois 2016. Et diplômé de sciences sociales, j'ai fait beaucoup de choses, notamment à l'international. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup dans les questions de renforcement de capacités sur des questions de bonne gouvernance et de droits humains. Donc, en gros, aujourd'hui, j'essaie de continuer à porter ma pierre pour l'évolution du cadre démocratique du pays, où pendant des années durant, nous avons mené des luttes, des combats. Parfois, certains étaient très visibles, d'autres beaucoup moins. Mais les combats les plus importants que nous avons menés ces dernières années étaient davantage dans l'ombre. C'est peut-être des générations futures qui raconteront notre histoire. Une transformation profonde. Déjà, le système partisan en lui-même, avec l'adoption de la nouvelle loi sur les partis politiques, est en train de refonder l'environnement politique du pays. L'offre politique va être restaurée, renouvelée. Et de ce point de vue, je pense que la nouvelle constitution apporte une nouvelle lumière pour l'avenir de notre pays. Et les autorités en place essayent justement de s'arrimer à cette dynamique née du dialogue national inclusif qui a été lancé au lendemain du coup de libération. Et aujourd'hui, dans cette actualité, on voit bien que du côté politique, des lignes bougent. Il y a des choses qui sont réellement en mouvement, mais ma préoccupation reste du côté de la société civile qui peine à, j'ai envie de dire, à se renouveler. Vous savez, beaucoup d'acteurs qui étaient hier des grands leaders de la société civile ont franchi le pas du politique. Et ce qui reste du paysage de la société civile peine justement à émerger. Et ça donne l'impression à l'international que la société civile au Gabon serait devenue peut-être aphone parce qu'elle serait bâillonnée. Alors que c'est tout simplement la jeunesse qui a du mal à prendre ses responsabilités pour comprendre que Marc Onay Sengui et bien d'autres ne sont plus dans cet environnement et qu'il faudrait passer le flambeau. D'ailleurs, je salue en passant Georges Paga, justement, qui, à l'intérieur du rôle BG, a passé la main pour que la génération comprenne que la société civile doit rentrer dans la dynamique de la Ve République pour se restaurer, pour se renouveler. Maintenant, sur des sujets d'envergure, j'ai envie de dire que souvent, c'est les arbres qui tombent dans les forêts qui font beaucoup de bruit. Mais les arbres qui poussent ne font pas du tout de bruit. Mais le Gabon est réellement en marche. On tâtonne peut-être, on trébuche par endroits sans doute, mais la dynamique de la marche, elle est déterminée. Et je pense que des signaux sont visibles et crédibles pour penser que nous pouvons rêver au lendemain meilleur. En tout cas, nous savons d'où nous venons. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Réagir à une histoire. Non seulement une histoire, dans son parcours, Réagir affirmait très clairement que nous existons parce que nous voulons la reconstruction du Gabon. C'est pour cela que dans notre appartenance à l'opposition hier, Réagir n'a jamais fait dans l'invective,
Réagir n'a jamais fait dans les menaces, la médisance, les insultes. Réagir est resté dans une opposition responsable et constructive. Et les valeurs de Réagir et son idéologie sont connues du grand public. Réagir d'ailleurs, son idéologie et sa vision sont présentes dans son nom. Réappropriation du Gabon pour son indépendance et sa reconstruction. Nous avons donc, depuis les premières heures de notre formation politique, prôné la réappropriation économique, sociale, culturelle de notre identité, de notre pays, de ce que nous sommes. Et au lendemain du coup de libération, nous avons, dès le début, manifesté notre disponibilité aux militaires qui venaient de prendre le pouvoir pour leur signifier que Réagir qui prône la reconstruction du Gabon est prêt à œuvrer avec toute autorité qui est dans cette logique, dans cette perspective. Et très vite, nous nous sommes rendus compte que le président Oligui avait un lexique qui était propre à celui de Réagir. Le président Oligui tout de suite a parlé de la réappropriation économique du Gabon. Le président Oligui a parlé tout de suite de la réappropriation culturelle du Gabon. En gros, il est rentré totalement en phase avec l'idéologie de notre formation politique. Et donc, lorsqu'il crée l'Union démocratique des bâtisseurs, il confirme cet ancrage idéologique dans ce que prône Réagir. Et de ce fait, lorsque quelqu'un parle de réappropriation économique, culturelle, identitaire, comme vous, vous avez des atomes crochus clairement établis, mieux, il nous dit qu'il vient pour bâtir le Gabon. Il nous a trouvé en train de parler de reconstruction. Ça voudrait dire que des éléments sont clairement établis. Le congrès donc récent de Réagir qui a acté notre fusion-absorption n'a pas acté cette fusion-absorption par opportunisme politique. C'est par convergence idéologique. Et c'est parce que, justement, depuis la transition, jusqu'à ce jour, Réagir a cheminé aux côtés du président Oligui, l'ayant accompagné dans tous les combats. Et nous avons constaté une série de convergences nous amenant à constater que nous pouvons participer, justement, à la gouvernance actuelle du pays. Parce que, justement, cette gouvernance se fait sur l'idéologie et les valeurs que promeut Réagir. Si c'était par opportunisme politique, cette démarche de fusion-absorption, on l'aurait fait avant les élections. Parce que ça aurait permis à plusieurs acteurs aujourd'hui, membres de Réagir, de briguer des mandats. Peut-être de bénéficier d'un plus grand soutien. Mais nous ne l'avons pas fait comme ça parce que nous avons mûri notre réflexion et notre démarche, qui n'a rien à voir avec des opportunismes politiques. Ceci est fondamental. Mais la deuxième chose, c'est que Réagir, étant dans l'opposition, dans ce que nous revendiquons hier, nous avons toujours clamé haut et fort qu'un pays comme le Gabon, avec à peine 2,5 millions d'habitants, on ne peut pas avoir plus de 100 partis politiques. Le président de Réagir, le chef de l'État, lui a fait confiance en lui confiant le ministère de la Réforme. Une des premières choses que nous avons mises en place ici, c'est la nouvelle loi sur les partis politiques, avec des critères stricts pour exister comme formation politique, pour être capable de porter la parole publique, pour représenter les Gabonais et s'exprimer en leur nom. À partir de cet instant, nous avons pensé qu'il est urgent et important de constituer de grands ensembles démocratiques pour faire avancer la cause politique et citoyenne de notre pays. Et en regardant l'environnement politique, pour aller dans ce sens, nous avons pensé que c'est l'UDB qui correspond à notre idéologie. Évidemment, nos militants pourraient trouver à redire, parce qu'en politique, justement, la raison politique n'est pas nécessairement la logique humaine. La politique a ses raisons. On pourrait trouver à redire parce que tout simplement, oui, je l'admets et je le dis haut et fort, il y a des gens que nous avons combattus hier, qui se retrouvent nombreux à l'UDB. Mais je crois en la conversion de l'homme. Je pense qu'avec cette nouvelle vision, nous ne devons pas redouter que nous soyons contaminés par ce qu'ils ont été hier.
nous devrions plutôt penser et croire que nous sommes capables de leur apporter l'énergie positive et la vision positive de réagir pour reconstruire notre pays, le Gabon. Toute réforme rencontre des résistances parce que tout simplement, les gens sont habitués à une certaine façon de faire, à une certaine façon d'être. Mais l'État est là justement pour réguler, pour apporter de l'ordre et de la discipline. L'État n'est pas là pour combattre. L'idée de la réforme, par exemple, qui concerne les religieux, n'est pas pour combattre les religieux. L'idée, c'est de s'assurer justement qu'une confession religieuse donnée correspond aux normes de la République, à la façon de faire de la République. L'État ne peut pas laisser faire, que chacun se lève pour dire « désormais je suis en charge d'âme, je peux conduire les citoyens ». Parce que nous connaissons les dérives justement du fait de se laisser aller dans notre pays. Vous savez, il y a quelques années, il y a le Conseil économique et social qui s'était penché sur cette question en rendant un rapport exhaustif sur la pratique de plusieurs confessions religieuses dans notre pays. Et on a rencontré beaucoup de travers dans ces pratiques. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont disloquées. Parce que Jésus n'a jamais dit à personne que si tu es malade, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton cousin ou ta voisine, et c'est celui qui t'a mangé, qui a fait le vampire, qui a fait telle ou telle chose. Mais toutes ces pratiques religieuses aujourd'hui, au nom de Jésus, vilipendent l'unité des familles. Et l'État ne peut pas encourager cela parce que l'État doit pouvoir construire le corps social. Et le corps social commence par l'unité de la famille, qui est la cellule de base de toute la société. Donc, réguler le milieu religieux n'est pas venir combattre les acteurs religieux, n'est pas de venir combattre des religions, c'est tout simplement apporter de la claire vision, de la lumière et de la discipline dans cet environnement-là. Vous savez, comme je le disais tantôt au début de mon intervention, je suis ecclésiastique à la base. Et l'étant, j'encourage la liberté religieuse. Mais cette liberté religieuse a besoin d'être réglementée. Cette liberté religieuse a besoin d'épouser les valeurs de la République. Or, au niveau du Gabon, très malheureusement, il y a un certain libertinage dans cette pratique, dans cette expression religieuse. Et ça va dans tous les sens. Vous savez, je vais finir par là en vous prenant un exemple. Nous avons par le passé dans notre famille eu un monsieur qui a travaillé dans les travaux de notre maison. Et un jour, je le croise en ville, en costume, bien habillé, alors que je l'ai connu comme ouvrier de bâtiment. Et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as prospéré dans tes business. Il me dit, non, j'ai laissé tomber les histoires de bâtiment. Là, je dis, ah bon? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah non, je suis devenu pasteur. Parce que tu sais, quand on est pasteur ici, on ne t'embête pas, les histoires de la mairie est passée, les impôts, les ceci et les cela. Là, on est tranquille. D'ailleurs, si tu veux, je peux t'inviter chez moi. Chaque fois que tu seras passé par là, tu pourras encaisser 150 000 francs si tu viens prêcher. Bon, il y a des familles qui se trouvent aujourd'hui précarisées du fait de ces pratiques. On a donc besoin de réglementer tout cela, non pas par ingérence, mais par souci que l'on respecte la discipline étatique au Gabon. Comme ça se passe dans tous les pays du monde. Le Gabon a besoin de savoir qui est acteur religieux. Et pour être acteur religieux au Gabon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut remplir les conditions. Pour être Gabonais, il y a des conditions. Pour être chauffeur, il y a des conditions. Pour être ceci, il y a des conditions. J'entends beaucoup justement se plaindre en disant, les gens pensent qu'il faut donner le papier parce que pour être pasteur, ils pensent qu'il faut avoir fait la théologie. Jésus a fait l'école où? Non, les disciples de Jésus ont fait l'école où? C'était un argument, j'ai envie de dire, archaïque. Je vous dis que l'argument est archaïque, peut-être je suis un peu abondant sur la question parce que ça me concerne.
C'est un argument un peu archaïque pour la seule et simple raison que, même anachronique, de l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'école, comme nous la connaissons aujourd'hui. Mais il y avait ce qu'on appelle des aèdes, c'est-à-dire que les grands maîtres avaient des disciples. Platon, Aristote, ainsi de suite. Ils avaient des disciples, mais qu'ils ne réunissaient pas dans les salles de classe, qu'ils ne réunissaient pas à l'intérieur des établissements. Ces disciples-là les suivaient dans leur vie quotidienne pour écouter ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que Jésus, par exemple, dans une des paraboles, quand il se retrouve avec ses disciples, il lui pose la question, mais tu as dit telle parabole devant le grand public. Mais que signifie cette parabole? Jésus donnait des explications. Jésus a donc eu ses disciples qui ont suivi son école pendant 3 ans. Ils ont été formés. Ils ne sont pas allés comme ça dans la rue. Ils ne sont pas allés comme ça dans la nature. Mieux, vous savez que le miracle ne permet pas d'authentifier un prophète. Le miracle ne vient pas forcément de Dieu. Jésus lui-même le dit dans les Saintes Écritures. Ils viendront en mon nom, faisant des prodiges, des miracles, prophétisant, disant qu'ils viendront qu'ils sont venus à mon nom. Au jugement dernier, il leur dira clairement, je ne vous connais pas. C'est les Saintes Écritures qui le disent. On ne peut donc pas se lever un beau matin pour dire, je suis désormais prêtre. Un prêtre à charge d'âme, c'est une forte responsabilité, c'est une lourde responsabilité. L'État ne peut pas laisser que des citoyens viennent confier leur vie, leur confidence, leur secret à un individu qui aurait une moralité douteuse. Donc cela doit être réglementé, structuré, harmonisé dans un code de loi bien établi. Est un cas, j'ai envie de dire, assez atypique dans l'univers politique, même si tout le monde conviendra avec moi que l'univers politique est émaillé de trahison. Tes amis d'aujourd'hui peuvent devenir tes adversaires de demain. C'est ce qui fait justement la vie humaine. Mais le cas sénégalais est assez particulier. Assez particulier parce qu'en fait, Sonko n'a pas été candidat aux dernières élections présidentielles, pas parce qu'il ne voulait plus être candidat. Il n'a pas pu être candidat parce que les institutions de son pays ne lui ont pas permis de valider sa candidature. Et il a donc, probablement à défaut, jeté son dévolu sur un de ses camarades qu'il a décidé de soutenir. Dans l'exercice du pouvoir, ils se sont bien rendus compte qu'en politique, il y a 2 rôles qui sont importants et qu'il faut savoir jouer, chacun jouant clairement sa partition. Soit tu es roi, soit tu es faiseur de roi. Tu ne peux pas être en même temps faiseur de roi et roi. C'est fondamental en politique. Et malheureusement, je crois que les frottements qu'il y a eu dans l'exécutif au Sénégal s'expliquent par cette situation. Parce qu'on peut devenir faiseur de roi à défaut, tout comme on peut devenir roi à défaut. Mais le tout est de s'établir dans sa situation du moment. Et je puis vous dire que moi qui ai contemplé ce qui s'est passé comme dynamique politique à travers ce tandem de jeunesse au sein du Sénégal, je suis particulièrement perturbé de cette situation. Et je peux vous assurer que les analyses politiques vont dans tous les sens pour présager l'avenir politique de ces 2 acteurs qui ont tous deux mon estime, ma considération et mon respect. J'ose tout simplement croire que la raison politique soit capable justement de les remettre sur une même table et regarder à nouveau vers la même direction. Aujourd'hui, je pense, c'est ce que je disais d'ailleurs pour réagir, quand vous constatez que vous avez des atomes crochus, ce qui vous unit doit être plus important que ce qui vous divise. Ce que je pourrais dire, qui sortent de mon cœur, c'est que nous avons tendance à oublier d'où nous venons. Et c'est ce qui nous amène justement à être pressés, parce que nous voulons que tout soit bien fait et maintenant. Je me souviendrai encore de ce jour
au siège de réagir lorsque l'on savait que les résultats des élections présidentielles peuvent tomber à tout moment, alors que Étienne Francky Mba Dimoboun venait d'être arrêté par les forces de sécurité. Et que moi, je venais de recevoir un coup de fil des jeunes, des enfants de la maison, parce qu'on était allé me chercher à mon domicile. Ce soir, avec le président Gombian et d'autres acteurs politiques que nous étions, quand on se disait au revoir, on s'est dit au revoir avec la conviction absolue. Soit on ne se retrouverait que dans l'au-delà, soit on se retrouverait en prison, ou alors Dieu fera grâce pour vivre la libération du Gabon. Ce que les militaires du Gabon ont fait au soir du 30 août, nous ne devrions pas l'oublier à travers justement les coupures qui agacent notre quotidien, à travers l'absence d'eau que nous avons souvent connue et toujours connue. Nous devrions regarder d'où nous venons pour voir où est-ce que nous allons en regardant les différents chantiers qui poussent ça et là dans notre pays. Je voudrais donc nous inviter tout simplement à une patience, mais à cesser d'être des spectateurs. Il n'y a pas d'échéance politique demain. Retroussons les manches pour reconstruire le Gabon. C'est tout simplement ça, la grande invitation et le grand chantier qui nous attend aujourd'hui. Et pas le chantier des commentaires, pas le chantier des invectives, pas le chantier des Congosa. Le Gabon a besoin de nous parce qu'il mérite notre amour et notre considération. Ce pays nous a tout donné. À nous de lui rendre ce qu'il faut, sa dignité.